brasserie de l'écrivain. On se retrouve pour la petite vidéo du mercredi que je tourne le mercredi sur une thématique que j'avais envie d'explorer depuis quelques temps, mais j'attendais qu'un livre sorte. C'est la thématique en fait des doubles temporalités dans les romans. Et j'ai pioché, j'ai un petit peu fait quelques recherches parce qu'en dehors des 3 livres que j'ai lus, il semblerait que j'en ai pas lu d'autres et au final il n'y en a pas tant que ça. Au final, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, si vous avez des suggestions de lecture ou miaou, où il y a... T'es où? Attendez, mon chat veut sortir. En même temps, je parle toute seule dans le salon et c'est même pas à elle, donc c'est très étonnant. C'est pour ça qu'elle a préféré sortir. Et donc, si vous avez des suggestions de lecture sur des histoires où il y a des doubles temporalités avec un petit point d'accroche, en fait, que ce soit en littérature blanche, en historique ou en imaginaire, n'hésitez pas à me laisser des suggestions. Je suis assez ouverte à ce niveau-là, puis je trouve que c'est intéressant comme type de... C'est intéressant à imaginer en fait comme type d'histoire, quand il y a 2 lignes narratives en fait qui sont parallèles, sauf qu'il y en a une qui est vachement avant et l'autre vachement après. Enfin bref, on va commencer... mon petit classement de ces 3 livres que j'ai lus, et j'en ai corrigé 2, les 2 derniers, il est sur le fait que... sur à quel point la temporalité du passé influence le présent, voire même à quel point les 2 temporalités s'influencent l'une l'autre. Et là, on est clairement dans l'imaginaire. On va voir. Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, c'est un livre qui doit avoir à peu près 200 ans et qui a été écrit par Émilie Brontë. Une jeune femme les sœurs Brontë faisaient partie d'une famille qui était plutôt cultivée, qui lisait beaucoup. Il y avait une vraie émulation au niveau de la famille, au niveau de l'art, de la pratique artistique de manière générale. Les 3 sœurs ont tout écrit et leur frère Brunwell, c'est un peu plus compliqué. Leur frère a un petit peu une figure de raté entre guillemets dans la famille, et la famille Brontë a vraiment une histoire qui est super intéressante et qui est très caractéristique de l'époque. Et il y a un côté très tragique aussi avec ces morts qui sont vraiment qui interviennent très tôt, parce que je crois qu'Émilie, elle est morte, elle avait une trentaine d'années. De quoi ça parle, les Hauts de Hurlevent? Donc les Hauts de Hurlevent, on est... il y a une famille, il y a la famille Earnshaw. Il y a le père, la mère, un frère aîné et une petite sœur, une petite fille. Et un jour, le père était parti à Liverpool, il me semble, et a ramené avec lui un enfant de 6-7 ans qu'il avait trouvé dans un fossé, à moitié mort de froid et de faim, donc il le ramène. Tout le monde est bien entendu ravi, c'est pas vrai, par l'arrivée de cet enfant un peu improvisé. Et ce gosse, donc, qui va s'appeler Heathcliff, va devenir assez rapidement l'enfant préféré du père Earnshaw. Donc, Earnshaw, c'est la famille Earnshaw. Et évidemment que la mère, elle fait comme son mari lui dit, mais j'ai oublié les... Hindley, c'est le fils, et Catherine, c'est la fille, sont soit franchement hostiles, soit un petit peu dans un espèce d'entre-deux, comme Catherine, qui est plus jeune et qui est globalement très capricieux comme personnage, enfant et adulte. Et donc, pour vous situer un petit peu le chemin de Heathcliff, c'est un gamin qui n'avait rien, qui a fini par avoir tout, entre guillemets, donc une famille qui veut pas de lui, un père qui l'aime très fort et une vie familiale, une vie culturelle, etc. Sauf que, donc, à la mort de la mère, puis du père Earnshaw, c'est Hindley qui hérite de tout, parce que c'est les hommes qui héritaient de tout à l'époque et les femmes n'avaient le droit à rien. Il hérite de tout, et une des premières décisions qu'il prend, c'est d'enlever tout ce que Heathcliff avait eu. Parce que Hindley est profondément jaloux de ce garçon, puis cet homme qui est arrivé comme ça dans sa famille sans rien, en gros, et qui a gagné l'affection de son père. Et au début,
Donc Heathcliff, en fait, il ne vit plus avec eux dans la maison, mais il vit, il me semble, dans la grange. Il vit avec les domestiques, et c'est quelqu'un qui a quand même été cultivé, enfin qui a été instruit, etc. Donc Heathcliff, il n'est pas très très content, mais en même temps il l'accepte parce qu'il ne sait pas où aller sinon. Puis ils sont jeunes encore, hein. Ce sont des jeunes adultes. Entre-temps, Hindley se marie avec Frances, il a un garçon, mais je crois que Frances assez rapidement va choper une pneumonie ou un truc comme ça, et elle va décéder. Et là, en fait, Hindley, il va se mettre à boire beaucoup. C'est quelqu'un de... Je pense que c'est un des personnages les plus cruels que j'ai pu voir, que j'ai pu lire de ma vie. Pire que Heathcliff, parce que je vais vous en raconter d'autres au niveau de la double temporalité après. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Heathcliff, il a une relation très très forte avec Catherine. Donc Catherine, sa sœur adoptive, entre guillemets. Mais ils sont pas apparentés, hein. Ils sont pas apparentés en théorie. Enfin, moi, je l'ai pas compris comme ça. Et ils ont une relation où ils s'aiment très fort, mais ils s'aiment très mal aussi. Et l'un comme l'autre sont très attachés à l'autre. Et ils se liguent un petit peu contre Hindley qui pète complètement les plombs et qui devient même dangereux, même pour son fils, son petit garçon. Et on va donc assister à des scènes de violence, hein, des scènes d'alcoolisme, des scènes où le petit garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, Ayrton. Ayrton, son père, à un moment, le lâche de la rampe du premier étage, alors que le gosse, il a 1 an et demi, 2 ans. Heathcliff passé en dessous, il le rattrape par réflexe, mais clairement, le mec, il lâche son bébé du premier étage. Donc c'est pour vous dire. Donc c'est pour vous dire surtout que Les Hauts du Hurlevent, vous ne lisez pas ça si ça va pas. Je vous le déconseille. Attention, je vous surveille. Catherine, en fait, elle se rend compte que ça peut pas trop durer dans la situation dans laquelle est Heathcliff, parce que il essaye de ronger son frein, de supporter Hindley, etc. Mais ça risque de clairement partir en cacahuète. Et c'est un climat qui est très étouffant aussi pour elle. Donc, ce qu'elle décide de faire, comme Heathcliff n'a rien, s'il devait partir, il partirait les mains dans les poches, en gros. Elle décide d'accepter la demande en mariage d'un voisin qui est plus riche qu'eux, qui s'appelle Linton. Et les Linton, grosso modo, c'est quand même des gens qui sont très bien, là où la famille Earnshaw est devenue extrêmement toxique. Donc elle décide d'accepter cette demande en mariage en n'étant pas franchement super convaincue. Et Heathcliff, il entend une partie de la conversation qu'elle a avec Nelly, qui est la narratrice et qui est la gouvernante, qui s'occupe des enfants en gros. Et il entend juste qu'elle a accepté la demande en mariage de Linton, et il n'entend pas que c'est pour le protéger lui aussi, et le mettre à l'abri, et lui subvenir à ses besoins à lui, pour le mettre à l'abri de la misère et de Hindley aussi. Et donc lui, sur un coup de tête, il se décide à partir, et pendant quelques années, en fait, il disparaît, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Double temporalité, pourquoi? Parce que toute cette histoire que je vous ai racontée là, c'est dans le passé, et l'histoire du présent, en fait, c'est qu'on sait que Heathcliff est le propriétaire des Hauts du Hurlevent, donc la maison familiale des Earnshaw, et qu'il est aussi le propriétaire de la grange, la maison de Linton. Ce qui veut dire qu'on sait qu'il y a des gens qui sont morts dans l'histoire du passé. A priori, Catherine, Linton, Hindley, etc. Donc tout ce qui est intéressant à savoir, c'est comment on arrive d'une situation où il y avait toutes ces personnes-là qui se déchiraient au Haut du Hurlevent, à la situation où Heathcliff, il est propriétaire de tout. Et il maltraite son monde.
Et en fait, Nelly, donc c'est la gouvernante qui s'est occupée de Catherine Earnshaw et Hindley Earnshaw quand ils étaient enfants, qui va s'occuper de leurs enfants aussi. C'est la fille d'une servante qui a été élevée aussi avec eux, qui est pas beaucoup plus âgée, hein. Elle a une quinzaine d'années de plus, hein, à tout casser. C'est pas quelqu'un d'âgé, Nelly. Et donc, elle a toujours vécu avec les Earnshaw et elle les connaît. Et elle a aussi vécu avec les Linton et elle les connaît. Et Nelly, elle a toujours travaillé là. Et en fait, euh, l'histoire commence parce que Heathcliff a un nouveau locataire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Son histoire est pas si intéressante que ça. En fait, le locataire, en quelque sorte, c'est un prétexte pour que Nelly raconte cette histoire. Et ce qui est assez particulier d'ailleurs, c'est qu'en fait, elle va balancer toute la vie de ses patrons. Quelque part, c'est assez particulier, mais quelque part, ils ont une vie qui sort quand même de l'ordinaire. Et pourquoi elle se met à raconter tout ça à son voisin? C'est parce qu'en fait, le voisin, il vivait à Londres, il devait mener une vie de dandy un petit peu dissolue, etc., à aller de fête en fête et compagnie, et il avait besoin de se mettre un peu au vert pour se reposer. Il y avait sans doute une histoire de chagrin d'amour peut-être aussi, ou de dette, ou enfin un truc un peu pas net à ce niveau-là. Bref, il s'est mis au vert. Et comme ils s'ennuient un petit peu parce qu'ils sont en pleine campagne, je me demande s'ils sont pas dans le Yorkshire, je sais plus exactement. Je dis peut-être des bêtises. Et il, euh, il s'ennuie un petit peu, donc il va essayer de lier connaissance et amitié avec Heathcliff, qui est à peu près la personne la moins ouverte et qui va donner le moins envie au monde de lier connaissance avec elle. Parce qu'il n'est pas aimable pour un sou, c'est un sale con. Donc pourquoi vouloir... Bah, il n'y a personne d'autre, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il va quand même pas devenir pote avec les domestiques, non, hein. Et donc, ce monsieur-là, il se décide à lier connaissance et amitié avec son propriétaire, Heathcliff, qui est le personnage le moins amical au monde sans doute. Et un jour, en fait, il va se prendre une averse de neige, il va être trempé et il va choper une grosse crève qui fait qu'il doit garder le lit quelques jours parce qu'il a de la fièvre. Enfin, il est vraiment malade, malade comme un chien. Pendant ce temps-là, Nelly va s'en occuper. Et comme bah, faut bien s'occuper parce qu'il n'y avait pas la télé et il n'y avait pas Instagram en ce temps-là, il n'y avait pas Twitter. Donc elle se met à raconter toute la vie de ses patrons. Parce que quelque part, elle a vu ses familles se déchirer et les personnes mourir, quoi. Donc elle raconte toute cette vie-là. Et un moment, la narration, si vous voulez, elle rattrape vraiment le maintenant. Et on a qu'est-ce qui va se passer après. Après tout ce qui a été raconté, tout ce que le narrateur a, tout ce dont le narrateur a pu être témoin, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et là, ça devient intéressant. Mais grosso modo, oui, Les Hauts du Hurlevent, c'est vraiment une histoire qui, on ouvre vraiment vers le tragique. Je crois que c'est vendu aussi comme un roman gothique, ce que je comprends complètement, parce que on peut avoir un petit côté qui glisse un peu vers le fantastique à un moment parce que il y a un fantôme, mais il y a un fantôme quand le narrateur a de la fièvre. Et il y a le paysage aussi est un personnage avec le temps qu'il fait, ces paysages de Landes qui sont battus par les vents, par la pluie, etc., qui devient un petit peu une espèce d'illustration des émotions des personnages, etc. Donc c'est très bien écrit, faut clairement lire ça quand ça va bien. C'est un beau pavé et je trouve que par moments, c'est un livre qui pouvait aller peut-être un peu vers du drama. Parce que les gens, ils arrêtent de réfléchir. Enfin, les personnages, ils arrêtent un moment de réfléchir et ils deviennent vraiment très très cons par moment. Par moment, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu too much. Mais c'est un très bon bouquin. C'est un livre que j'ai apprécié, que j'ai lu sur la chaîne si vous voulez tester. Et donc là, on est vraiment sur la temporalité du passé qui explique le présent et qui influence aussi l'avenir. Enfin, le temps qui passe et l'avenir. Très intéressant.
Ensuite, La malédiction de la pie-grièche de Céline. Donc c'est une auto-édition qui est publiée chez Publish Room, un prestataire de service. Là, on est sur une double temporalité qui va être beaucoup plus attendue parce que un jour, on a une famille de personnages que sont les métiviers, qui ont un domaine viticole dans le Saumurois, donc le domaine de la pie-grièche. Donc c'est des gens qui, comme beaucoup, il y a le château, ils font des visites, etc. Ils s'occupent de leur vin. C'est des gens qui travaillent énormément et ils aimeraient en fait que leur fille unique, Aliénor, prenne la suite. Sauf qu'Aliénor, elle fait des études d'anglais et c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Et ils ont pour le projet d'agrandir leur cave, parce qu'ils ont des caves troglodytiques. Donc c'est pas la cave, le trou sous la maison, c'est vraiment des caves naturelles, mais qui ont été creusées aussi. Et ils veulent en fait agrandir leur cave pour avoir plus d'espace de stockage, et c'est à l'abri de la lumière, c'est au frais, etc. Donc c'est nickel pour le vin. Mais pas de bol, on découvre un sarcophage avec un squelette dedans qui aurait subi... qui aurait, un squelette qui aurait été brûlé. Il y a des traces de bûcher, si vous voulez. Parce que donc l'INRAP, donc ceux qui s'occupent de l'archéologie préventive sur les chantiers, en fait dès que vous creusez un petit peu et que vous tombez sur quelque chose, vous contactez l'INRAP pour qu'ils éventuellement pour qu'ils mettent à l'abri les reliques ou les ossements qui ont été trouvés, puis qu'ils les analysent et voir s'il y a autre chose ou pas. Et donc là, ça emmerde vraiment Gonzague, qui est le propriétaire terrien, parce que il peut pas agrandir ses caves, petit chat. Donc, et Gonzague, c'est quelqu'un qui râle beaucoup. J'aime beaucoup, moi. Je pense, c'est peut-être mon personnage préféré, parce qu'il est très agaçant. Et donc, pas de bol, le chantier est bloqué. Il avait investi pas mal et c'est gonflant. Et depuis qu'ils ont découvert en fait ce squelette, il y a des trucs bizarres qui se produisent. Donc déjà, des trucs bizarres. Il y a une vague de pas de bol en fait qui se produit parce que du genre la vigne va attraper une maladie, quelqu'un va se blesser, il va y avoir des intempéries, des choses comme ça. Donc ils alignent vraiment l'histoire du pas de bol. Et pourquoi double temporalité ? C'est parce que on va vivre aussi l'histoire de Mathilde et donc des métiviers de l'époque, donc même nom de famille que ceux qui ont le domaine viticole. C'est pas tout à fait au même endroit, mais c'est le même nom de famille. Et Mathilde, en fait, c'est une jeune femme c'est l'aînée des filles dans une grande famille, qui a une ferme au Menay, un village du Saumurois. Un village du Saumurois. Et un jour, elle rencontre en fait un beau seigneur qui s'appelle Tristan du Bellay, qui est là avec des amis qui passent dans le village. Et le cheval de Tristan va... Je crois qu'il prend peur pour quelque chose. Tristan fait une très mauvaise chute. Et en fait, il est quasiment mourant. Il fait une très, très mauvaise chute. Ça doit lui toucher la tête ou un truc comme ça, mais enfin, très mauvaise chute. Où c'est vraiment pas terrible, surtout au Moyen-Âge, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'hélicoptère en ce temps-là. Et Mathilde, en fait, elle va essayer de faire quelque chose pour Tristan, qui est en train de reposer, il me semble, dans une chapelle. Et elle va prier, etc. Et là, boum, miracle. Et ce qui va quand même pas mal étonner les personnes qui étaient autour de Tristan, parce que c'est quand même trop bizarre. Il était pas bien du tout, il était surtout inconscient, il était livide. Et là, il s'est réveillé, etc. Tout va pour le mieux ou presque. Et donc Tristan et Mathilde vont commencer à se fréquenter, vont commencer à tomber amoureux tous les deux l'un de l'autre. Ils sont vraiment tout choupis tous les deux. Mathilde, elle est toute jeune aussi, elle doit avoir 18 ans par là, et Tristan, c'est un jeune seigneur qui doit avoir une petite vingtaine, un truc comme ça. Et sauf que les gens vont commencer à parler parce que il y a
une histoire de guérison miraculeuse quand même. On est en 1327. Pourquoi je dis 1327? C'est parce que c'était à l'époque aussi de l'Inquisition. Et donc, il va y avoir une enquête au sujet de la guérison miraculeuse de Tristan, et de fil en aiguille, ça va peut-être tomber sur le coin du nez de Mathilde. Et je rappelle que dans le domaine viticole, on a retrouvé le squelette, un squelette qui a été brûlé. Je vous laisse tirer les conclusions, et là, le truc qui est assez intéressant, en fait, c'est le passé influence forcément le présent, voire l'avenir. Forcément. Mais là, on est peut-être sur autre chose aussi. On parle de guérison miraculeuse, on parle de sorcières, on parle de choses comme ça. Et dans le présent, la famille qui vit dans le domaine viticole, en fait, ils vont... Depuis la découverte du squelette, en fait, ils ont une espèce de vague de malchance, mais vraiment beaucoup. Vous savez, comme quand on a une période là qui est compliquée parce que la voiture tombe en panne, parce qu'on se casse la figure dans les escaliers et qu'on se casse une cheville, vous voyez, ce genre de trucs, les grosses galères. Et là, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, et c'est hyper, hyper intéressant. Et je voulais vous en parler d'autant plus que je viens de finir la correction de la suite qui s'appelle Le Fait de la Pie-Grièche, donc le fait F-A-I-X, toujours de Céline, et qui va paraître au mois de septembre chez Publish Room. C'est une duologie, donc ça sera le dernier tome, et je vous conseille très très fort de vous pencher en fait sur son travail, parce que c'est vraiment vraiment chouette. Je vous mettrai en lien en barre d'informations son site auteur professionnel, son site auteur et son compte Instagram. Elle est sur Facebook aussi, elle est également un peu sur Threads, mais je vous mettrai tout ça en lien. Et je suis très très fière d'elle. Et très fière de... C'est le deuxième livre de sa plume que j'ai corrigé, et j'ai hâte de suivre l'année prochaine. Parce que j'ai vu que ça avançait bien là. Donc on est sur un roman qui est, comme elle le dit, historico-fantastique, parce que la touche de fantastique, il y en a, mais elle est légère. Faut vraiment ouvrir les yeux, quoi. On est sur du subtil. Et ensuite, dernier livre avec une double temporalité, et là, peut-être, si je vous le dis, c'est que oui, on a une influence du passé sur le présent, mais aussi du présent sur le passé. Comme si les doubles temporalités se déroulaient en même temps, et que quelque chose venait influer de l'un vers l'autre. Comme s'il y avait quelque chose qui communiquait, si vous voulez. Ça s'appelle L'accord de Camille Andersen. Donc je l'ai pas acheté encore parce qu'il n'est sorti qu'hier. Faut que je l'achète parce qu'il est trop beau. Et donc je vous mets sa couverture quelque part autour de moi, peut-être sur les paquets de Chocapic par là. Et L'accord, ça fait partie d'une série de livres, mais on est sur des tomes compagnons. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais en gros, vous pouvez carrément lire les livres indépendamment les uns des autres. Je vais pas vous expliquer son concept parce que j'ai envie que vous le découvriez par vous-même, mais elle a vraiment un concept au niveau de ses tomes compagnons qui... Oh, quand elle me l'a dit, mais alors moi, je vais la suivre jusqu'au bout de la vie, hein, si vous voulez. Et mais j'ai pas envie de vous l'expliquer parce qu'elle l'a pas tant que ça expliqué non plus sur Instagram. L'accord, c'est quoi? L'accord, on est dans un 19e siècle un petit peu... On est dans un 19e siècle steampunk, dans un empire qui s'appelle l'Eurasia. Donc l'Eurasia, c'est un empire colonial ça peut ressembler beaucoup en fait aux empires coloniaux qu'on connaissait au 19e siècle chez nous, avec l'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire... enfin, les empires en Asie également. Et on va suivre deux personnages qui s'appellent Barty et Adélaïde. Barty, c'est un inventeur qui est un petit peu raté, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce il a un côté vraiment loser, le loser magnifique. Barty, vous allez avoir envie de le secouer un petit peu tout le long du bouquin.
Euh, parce que il prend pas forcément les bonnes décisions, il comprend pas trop ce qui se passe, il, il réfléchit pas. Et Barty, Barty va demander en mariage à Adélaïde, qui est la sœur de la femme qu'il fréquentait. Ce qui veut dire que l'autre femme qu'il fréquentait, elle tire un petit peu la gueule, évidemment. Et donc, Adélaïde, elle accepte parce que Adélaïde et sa sœur, dont j'ai oublié le prénom, sont toutes les deux des. Il me semble qu'elles sont toutes les deux des aristocrates désargentés. Comme ce sont des femmes, elles ne gèrent pas elles-mêmes leur patrimoine ou leur argent, etc. Donc, et elles n'ont pas le droit de travailler, évidemment. Ce qui veut dire que ça vivote un petit peu comme. Elles vivotent un peu comme elles le peuvent. Et Barty va demander en mariage Adélaïde, Adélaïde, en fait, contrairement à sa sœur, a un côté moins rangé, entre guillemets, parce que elle fréquente des castes qu'elle ne devrait pas trop fréquenter. Parce que, alors de mémoire, il y a les manufacturiers qui vont correspondre un peu à la classe dirigeante, ceux qui ont du pouvoir, l'aristocratie, la bourgeoisie, enfin ceux qui ont du pognon. Il y a les travailleurs, donc c'est le peuple, hein, si vous voulez, le peuple qui travaille. Il y a des esclaves aussi. Les esclaves sont un peu abordés dans cette histoire-là au 19e siècle, mais donc je pense qu'ils appartiennent en fait à leurs propriétaires. Ils ne sont pas payés, ils sont logés, nourris. C'est comme ça que je les différencie. Et les travailleurs, eux, ils n'appartiennent à personne et ils ont un petit salaire, mais ils n'ont pas de moyens de révolte non plus parce que il faut qu'ils gardent leur travail pour survivre. On est un petit peu là-dedans dans un système de caste qui est très hiérarchisé et où ça communique pas vraiment. Sauf que Adélaïde, elle se promène un peu. Elle va fréquenter en fait des travailleurs. Ça me fait penser un peu au, à une personnalité comme si vous avez vu Downton Abbey, la plus jeune sœur là qui finit par épouser le chauffeur et qui va dans des réunions euh, elle va dans les réunions par exemple de travailleurs qui défendent leur croûte et compagnie. Enfin, elle va fréquenter les travailleurs qui commencent un petit peu à s'organiser en syndicats, etc. Donc ouais, elle fait un peu, elle trahit entre guillemets un peu sa classe. Donc il se marie et en fait ce que Barty n'a pas dit à Adélaïde, c'est qu'il a piqué un objet dans des archives et c'est un objet qui était précieux qu'il a pris un petit peu au pif, qui est une espèce de sphère à laquelle est apposé un anneau. Ces sphères-là sont alors, je vous précise, c'est des concepts qui ne sont pas évidents à expliquer euh, pour que vous compreniez un petit peu, mais que je vous dévoile pas les trucs, vous voyez. Donc ces sphères, en fait, ce sont des sphères qui vont permettre d'influencer le passé, d'une certaine manière. Sauf que Barty, il pique ce truc-là, mais il sait pas très bien comment ça marche. Il sait juste que maintenant qu'il l'a piqué, en fait, faut qu'il se barre vite fait pour ne pas se faire choper. Donc il épouse Adélaïde, ils s'en vont et il a pour but de partir à Pékin. Pékin qui est une ville qui fait partie de son empire. En parallèle, donc là on est en 1828 du temps de Barty et Adélaïde, et en parallèle on est en 1428 à Pékin dans la cité interdite. Alors là, je vais être pas forcément très claire non plus parce que je maîtrise pas très bien moi la culture chinoise sur toute cette époque-là. Et ce qui fait que je découvrais en fait cet univers où là on est plus sur de l'historique pur et dur, mais
qui a été mis à portée aussi des gens qui ne sont pas forcément connaisseurs. On va suivre Roux. Non, Roux, ça s'écrit H-U, je le prononce sûrement très mal. Roux, c'est une impératrice qui a épousé l'empereur, dont j'ai oublié le nom. Et Roux, elle a déjà de base, elle a mauvaise réputation parce que même si c'est quelqu'un qui vient aussi d'une certaine aristocratie, on l'appelle plus ou moins la paysanne parce qu'elle a la peau qui est trop foncée, elle n'a pas tout à fait la même religion que les autres non plus. Je me souviens plus exactement, mais au niveau religion, pareil, je connais pas très bien, mais elle n'a pas la même religion que les autres, que la majorité qui sont à la cité interdite. Il y a aussi un harem à cette époque-là. Donc il y a des concubines, etc. Et Roux, c'est un personnage qui va être... c'est un personnage qui subit vraiment son mariage, qui a eu le malheur, entre guillemets, de donner une fille à l'empereur et pas un fils. Et elle s'y retrouve pas, en fait. Elle est très enfermée. Elle vit dans un univers qui est extrêmement codifié. Elle connaît les codes, elle les maîtrise, elle les applique. Mais c'est quelque chose qui est très enfermant pour elle. Elle étouffe. C'est un personnage qui étouffe. Roux, elle a aussi une liaison avec une des concubines. C'est pas une des préférées. C'est une qui va être demandée de temps en temps par l'empereur, mais pas plus que ça. Donc elle a une liaison avec cette femme-là. Et cette femme-là, elle a encore moins le droit à la parole, si vous voulez, que Roux. Roux qui était impératrice. Pourquoi qui était? Parce que c'est une impératrice qui va être destituée. Elle va être répudiée et retourner en fait dans le harem comme n'importe laquelle des concubines. Sauf que c'était un mariage politique et que quelque part la répudier, c'est peut-être pas un super move du côté de l'empereur. Sun, c'était une amie d'enfance de l'empereur qui se connaissent depuis toujours en fait, qui elle se sent beaucoup plus libre dans ce côté très enfermant parce que c'est ce qu'elle a toujours connu et qui va devenir quelque part la nouvelle favorite et la nouvelle impératrice après Roux. Et dans la partie en fait médiévale où on est dans la dynastie des Ming, je viens de revérifier, etc. Et dans la partie médiévale, on est sur quelque chose qui est extrêmement, je vais vous faire peur. On est sur quelque chose qui est très politique, très petit complot et compagnie, avec notamment la mère de l'empereur qui est sacrément manipulatrice et qui va observer en fait sa Roux quasiment à la loupe et attendre qu'elle fasse un mauvais pas, un faux pas pour essayer de trouver des billes entre guillemets. On a un personnage aussi musulman dont j'ai oublié le nom qui est un eunuque et qui est un espèce d'amiral donc qui s'occupe d'une flotte et qui pareil il n'en peut plus en fait de cet univers là. Si vous vous souvenez, enfin si vous avez lu Le Trône de Fer ou vu la série télé, il a quelques vibes de Varys comme personnage. À savoir que il est un peu au courant de tout. On a l'impression qu'il essaye de tirer quelques ficelles, etc. C'est un personnage que j'ai trouvé très touchant. Parce qu'on a un personnage qui est vieillissant, qui a peut-être un peu plus de 60 ans et qui essaye quelque part d'avoir un dernier fait d'armes sur un plan navire, en fait, sur un plan comment dire, amiral, j'allais dire, mais je sais pas comment le tourner. Sur un plan un peu militaire, parce que c'était son métier, il a envie d'avoir un espèce de dernier fait d'armes qu'on ne lui donne pas, et en fait, il peut pas prendre de décision comme ça. C'est un personnage qui est très intéressant. Et comment, en fait, c'est quoi le point d'accroche entre ces deux périodes et ces personnages-là? Le point d'accroche, c'est cette fameuse machine et l'anneau. La sphère d'un côté et l'anneau de l'autre. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais je trouve que ça va être quelque chose de très subtil
c'est une lecture que vous devez faire de manière assez attentive, parce que plus vous allez dans... plus vous vous approchez de la fin du texte, et plus l'influence entre les deux époques est importante, allant jusqu'à des visions, des impressions, où il y a la volonté d'un des personnages, par exemple au 19e siècle, qui va un petit peu motiver un personnage du 14e, un personnage du 15e siècle pour prendre une décision. Et vraiment, en fait, sans cette machine-là, on sent que Roux aurait vécu certainement cette petite vie étriquée que lui promettait sa place d'impératrice Ming, et destituée, et puis destinée quelque part à s'étioler dans un harem et dans une vie qui ne lui convient pas. Et c'est un livre qui va se revendiquer féministe, qui va se revendiquer queer, et en général, je suis assez réticente à lire des livres qui vont se revendiquer d'un militantisme ou un autre, parce que, bah, disons que quand c'est un peu mal fait, comment dire, quand c'est pas fait avec subtilité, que c'est fait avec des gros sabots, ça peut avoir un côté très donneur de leçons. Sauf que là, on est vraiment dans une approche subtile, parce que on a des personnages féminins qui sont forts, qui prennent leur destin en main. Adélaïde, c'est une vraie locomotive. Et Roux, par contre, elle va devenir, en fait. Elle va essayer de choper du courage. Certainement le contact avec... enfin, l'influence du 19e siècle, hein, je la trouve très très touchante, Roux, comme personnage. Et ça va parler pas mal de révolte. euh, et c'est un livre qui interroge aussi beaucoup sur la colonialisation et les sociétés qui sont très hiérarchisées sur un plan social. Et est-ce qu'il est possible pour les différentes castes de se côtoyer, de se mélanger, de se comprendre? Moi, franchement, je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan. Et, et c'est un livre que vous n'allez pas... Enfin, qui a vraiment une originalité, comme La malédiction d'Apicrièche, que vous n'allez pas lire ailleurs, parce que il y a vraiment une empreinte de l'autrice Camille Andersen, qui, euh, qui est... enfin, on sent vraiment son empreinte. Et je me suis laissée mener, en fait, dans cette histoire. Après, les histoires que je corrige, je ne les lis pas comme une lectrice. Je ne lis pas comme quand je lis un autre bouquin. La lecture est différente. Et pourtant, je me suis vraiment laissée emballer. Là, fallait quasiment tirer sur les rênes, dire oula, détends-toi, commence à corriger les trucs, là, repère les trucs. Donc, oh, c'est cool. Et c'est vraiment une écriture qui est à la fois chez Camille Andersen et Céline Nio. euh, c'est vraiment des bosseuses. C'est deux nénettes. Ce sont vraiment des autrices qui travaillent beaucoup leurs textes, leur univers, leurs plumes, et ça se voit, en fait. Ça se sent vraiment. Est-ce que vous avez vu cette magnifique couverture? Je vous la remets un coup. C'est une couverture de Juliette Amadis, illustration, qui est sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'informations si vous avez envie de regarder. Et un dernier point justement pour l'accord, c'est que tout cet univers s'appelle les fileuses de temps. Si vous voulez être convaincu, je vous conseille de vous abonner à la newsletter de Camille Andersen sur son site. Je vous mets le lien en barre d'informations. Et vous allez avoir accès à une nouvelle qui s'appelle L'échiquier du temps, qui va se passer cette fois dans un futur, et qui va concerner ces fameuses machines. Je pense pas que ce soit indispensable, en fait, pour comprendre
pour comprendre le roman ou le système de magie, mais ça peut vous apporter un petit plus et vous la recevez en fait gratuitement en échange d'un abonnement à sa newsletter. Si vous voulez pas vous abonner à sa newsletter, vous pouvez le lire aussi sur Amazon, sur la Kindle. Donc regardez si c'est disponible dans l'abonnement ou si vous voulez l'acheter. Mais ce sont vraiment des livres que que je vous conseille très fort. Faites-moi confiance. Je suis une femme de goût. Je vous souhaite un très bon mercredi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de lecture de romans avec plusieurs lignes temporelles. J'ai juste repéré qu'il y avait par exemple la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley et les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, je sais pas comment on dit, mais donc je les ai pas lus, peut-être un jour, mais pas tout de suite. Et donc très bon mercredi à vous. Alors à samedi, le Prosper Mérimée, ça va changer parce que c'était la nouvelle que j'avais sélectionnée, c'était la prise de la Redoute ou un truc comme ça que j'ai lu et c'est vraiment quelque chose de très court. On est sur 10 minutes d'enregistrement. Et honnêtement, c'est juste une bataille en fait, et une bataille lors de la guerre franco-prussienne, je pense. Et je vais essayer de trouver autre chose à lire en plus, parce que ça fait quand même vachement light. Puis je l'ai pas trouvée plus intéressante que ça, donc j'étais assez frustrée. Donc ça va sûrement changer, il y aura sans doute deux nouvelles samedi, et du coup dimanche on lit la suite des Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Et je me demande si je vais pas lire des nouvelles de Oscar Wilde par la suite, parce que j'ai trouvé lui en boîte à livres Le fantôme de Canterville avec Le prince heureux, le géant égoïste et autres contes. Et ça peut être pas mal en fait, parce que c'est vrai qu'Oscar Wilde, j'y avais pas pensé, et dans ses citations, c'est quelqu'un que je trouve assez intéressant. Donc très bon mercredi à vous, à tout bientôt, lisez tout plein, rêvez tout grand, et achetez La malédiction de la pie-grièche. Suivez Céline sur les réseaux sociaux, parce que la suite, Le fait de la pie-grièche, ça sort au mois de septembre, donc là, vous avez le temps de vous l'acheter, de lire ce bon bouquin là qui fait un peu plus de 500 pages et de lire la suite au mois de septembre quand ça sort. Et l'accord, ça vient de sortir, donc n'hésitez pas à faire péter les scores à Camille sur le classement Amazon. Très bonne journée à vous. Salut!